Ceci dit, je vais avoir à me lever au tableau. Est-ce que ça... Ça va vous donner un peu plus de... Il faut pas que je gosse trop, ça peut vraiment être bon. D'accord. Là, c'est démarré? Ouais, ça roule. Ça roule? Ok, on va peut-être fermer la porte. Bon, alors, écoutez, c'est vraiment le cours, au fond, de base, là, le code de ce qu'on va faire dans la suite aujourd'hui, là, que je vais vous donner. Donc, soyez attentifs, là, parce que c'est la formule magique, là, que je vais vous présenter. Bon, l'idée était de vous présenter à l'origine l'analyse des mythes comme la pratique Lévi-Strauss. Mais en chemin, je me suis dit que on va peut-être faire un petit peu l'école buissonnière et remonter jusqu'à un mathématicien. Avec moi, les mathématiques ne sont jamais très loin. Un mathématicien du 19e siècle qui s'appelait Cantor. Alors, dans un souci de remonter sans cesse à l'origine des choses, avant de présenter la théorie de Lévi-Strauss sur l'analyse des mythes, je vais remonter jusqu'à la source de la conception structuraliste et je vais vous parler de la théorie des ensembles de Cantor. Cantor est un mathématicien allemand qui était en pleine action dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a créé la très célèbre et très acceptée théorie des ensembles dans les années 1880. Cette théorie qu'on a souvent considérée comme naïve, tellement elle était simple, stipulait que dans un ensemble donné, tous les éléments de l'ensemble se devaient d'être différents les uns des autres et que, advenant que des objets s'avéraient identiques, ils fusionnaient instantanément. Donc, le schéma traditionnel de l'ensemble de Cantor, c'est ça, là, avec A, B et C, qui sont des éléments, et là, l'ensemble est en général nommé E, tout simplement. Et puis, si j'ai un C' qui s'en vient identique à C, ils finissent par se confondre. Hein. Je ne peux pas avoir deux C dans un même ensemble. Hein. Si j'ai un C, je ne peux en avoir qu'un seul. Un ensemble de Cantor est un ensemble dans lequel tous les éléments sont forcément différents et doivent éviter soigneusement de se ressembler les uns les autres, sous peine de fusionner irrémédiablement. L'ensemble de Cantor a un caractère extrêmement naïf qui camoufle le bond énorme qu'il fait franchir à la pensée. Peut-être qu'on aurait une meilleure appréhension de la valeur de cet ensemble en le comparant à un ensemble quelconque, comme celui des objets que l'on pourrait trouver dans l'estomac d'une autruche, par exemple. Un ensemble d'objets totalement hétéroclites, bien concrets, qui sont bien entendu différents les uns des autres du fait qu'ils sont des objets. Hein? Donc on n'a pas besoin, quand on prend le contenu de l'estomac d'une autruche,
On peut trouver des montres bracelets ou des choses hallucinantes, mais on n'a pas besoin de dire que les objets qu'on a trouvés sont différents les uns des autres. Ils sont par nature, sans qu'on ait besoin de le dire, différents. Hein? C'est comme deux livres sont forcément différents les uns des autres dans la réalité. Là, s'il y a deux montres. Pardon? Admettons qu'il y a deux montres. Il y a deux montres, il n'y a aucun problème. Ces deux montres distinctes, elles sont dans la réalité distinctes. Elles ne viennent pas, là, les deux montres. Non, bien sûr que non. Je veux dire, c'est un ensemble. De quoi qui sont semblables et de quoi qui sont différents, parce que vous avez parlé de fusionnement. Oui, attendez, je vais donner des précisions. Donc, un ensemble d'objets totalement hétéroclites, bien concrets, qui sont bien entendu différents les uns des autres du fait qu'ils sont des objets. Leur objectivation les oblige à occuper des espaces différents dans la réalité. Nous n'avons donc pas l'obligation de dire que ces objets sont différents entre eux, puisqu'ils sont de fait des objets et en tant que tels forcément différents. Donc je n'ai pas besoin de dire qu'ils sont différents. En revanche, quand on envisage l'ensemble de Cantor et qu'on introduit dans cet ensemble un certain nombre d'éléments, on est obligé d'ajouter à cette définition l'idée que ces éléments sont obligatoirement différents les uns des autres, et il faut préciser dans quelle mesure ils sont différents et dans quelle mesure ils se ressemblent. On n'est plus dans la réalité, on est dans la théorie. Hein? La précision est importante. On peut dire par exemple, la Chevrolet Camaro était produite par la chaîne de montage Boisbriand, hein? La Chevrolet. Mais on peut dire aussi que la chaîne de montage de Boisbriand produisait plusieurs milliers de Camaro par année, chacune marquée par un numéro de série différent. Okay? C'est mon choix de décider si je vais parler d'une Camaro qui est produite par la chaîne de montage ou de dire une grande quantité de Camaro, plusieurs milliers, qui sont produites par année. C'est un choix. Donc il faut préciser jusqu'à quel point la différence compte et jusqu'à quel point la ressemblance compte. À partir du moment où on théorise le fait d'être ensemble, on est obligé de théoriser la différence et la ressemblance. Donc c'est la théorisation de la ressemblance et de la différence est imposée par le passage de la réalité à la théorie. C'est-à-dire la théorisation m'oblige. Ce pas entre l'objet réel et la théorisation de l'objet réel est extrêmement important. La psychanalyse est la seule discipline qui a eu connaissance, dès les origines, du caractère périlleux de ce saut. Elle a toujours tenté de retrouver l'objet réel derrière la théorisation qu'elle en faisait. Elle n'a jamais renoncé au particulier derrière le général. Elle se fonde sur l'impératif de retrouver derrière le général égaux le profil de chaque soldat de l'infanterie des événements passés. Alors, les empires, dont on a déjà parlé, qui contenaient toutes sortes de mondes, n'avaient pas l'obligation de théoriser quels étaient les gens qu'ils avaient dans leur empire. Les habitants de l'empire étaient les sujets de l'empereur ou du roi. Aucune autre précision supplémentaire n'était requise pour être sujet du roi. En revanche, à partir du moment où on décide de théoriser la façon qu'on a d'être dans une collectivité,
on est obligé d'insister sur l'idée de ressemblance et de différence. Les républiques qui ont suivi la chute des empires devaient, elles, par contre, préciser si chaque membre de la République était membre de la nation. Il fallait appartenir à la nation. Un citoyen de la République n'était pas n'importe qui. Dans le concept de nation, il y a implicitement l'idée de ressemblance et de différence. Cette idée a servi de fondement à notre travail sur l'écoute anthropologique. Dans notre façon d'écouter les gens, est-ce qu'on est capable de les écouter quels qu'ils soient, comme un empereur devant ses sujets, ou bien on va les écouter comme un nationaliste républicain, c'est-à-dire quelqu'un qui a un préalable à son écoute, celui qu'il soit membre de la nation. Donc, est-ce que notre écoute est dotée d'une théorie, ou bien si notre écoute est vierge d'une théorie et peut avoir un accès direct sans l'écran de la théorie au discours du patient. À partir du moment où j'écoute sans concept préalable, j'écoute comme un empereur qui accueille ses sujets. En revanche, si j'ai un préalable à l'écoute, si j'ai une théorie préalable à mon écoute, je suis obligé de conformer mes patients à la théorie de cette écoute pour pouvoir les écouter. Le dernier point que je voudrais évoquer à propos de l'ensemble de Cantor, qui dit combien son apparente naïveté est fausse, c'est que cette théorie, cet ensemble naïf, est en réalité l'ensemble de tous les ensembles, puisqu'il contient en principe, en lui-même, la théorie de n'importe quel ensemble, y compris les ensembles qui n'ont qu'un seul élément. Il est en lui-même la théorie de tous les ensembles, il est susceptible d'accueillir en lui la totalité du monde, de théoriser par lui-même la totalité du monde. Cet ensemble a un caractère divin total. On ne s'étonnera donc pas s'il fait partie de l'ensemble des théories, des idées et des réflexions qui ont contribué dès la fin du XIXe siècle à venir se substituer au paradigme divin. Ce sont ces idées qui vont provoquer ce mouvement généralisé qui commence avec l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, les révoltes nationalistes, etc. Tous ces mouvements convergent dans l'idée que Dieu est exclu désormais de la gestion du monde. Rappelons au passage que Cantor a passé une bonne partie de sa vie active à théoriser toutes les sortes d'infinis. C'est dire combien la question de Dieu était la source de ses préoccupations. Et effectivement, il a des théories mathématiques de l'infini qui sont extrêmement pertinentes et qui sont encore acceptées de nos jours. Pas longtemps après Cantor, Ferdinand de Saussure, qui enseignait la linguistique à Genève au début du XXe siècle, s'est probablement inspiré de cette théorie des ensembles pour créer une théorie de la langue désormais célèbre, qui sera le fondement de tout le courant structuraliste. Dans son ouvrage intitulé « Cours de linguistique générale », qui est en fait la collection des notes prises par ses étudiants, Saussure focalise l'attention sur la différence entre le signifiant et le signifié. Alors,
son schéma là, très connu, c'est le mot arbre qui surplombe le signifié arbre. Là, on a le signifiant arbre qui surplombe le signifié arbre. Il est possible que ce soit l'inverse, mais en tout cas, que ce soit l'arbre qui soit au-dessus du mot arbre, mais je ne m'en rappelle plus la vérité. J'ai lu ce livre il y a longtemps. Cette différence signifiant-signifié, il la schématise donc par le mot arbre et le concept arbre représenté par le dessin de cet arbre séparé par une barre. Alors c'est la barre qui est importante, qui sera la célébrissime barre de la signification, parce qu'elle sera, elle est célèbre parce qu'elle sera reprise par Lacan et qu'il l'utilisera abondamment. Il va la détourner au fond de son usage saussurien pour en faire un usage propre à lui. Dans la théorie de Saussure, les signes avaient aussi une valeur sémantique. Et cette valeur devait être différente d'un signe à l'autre. Le signe étant le rapport de signifiant et du signifiant et du signifié. C'est l'ensemble des deux. Alors, chaque signe avait une valeur sémantique, c'est-à-dire un espace sémantique, si vous voulez, un espace de signification qui lui était propre. Et souvent, la valeur d'un signe pouvait écarter un autre signe pour prendre sa place. Mais par contre, deux signes pouvaient aussi quelquefois fusionner quand leur valeur en arrivait à se confondre. Et si je me rappelle bien, Saussure donnait l'exemple des deux mots décrépit et décrépite, qui étaient d'origine différente. Là, un mur décrépit, c'est-à-dire un mur qui n'a plus son crépi, et une femme décrépite, c'est-à-dire une femme très vieille. Et donc, les deux mots d'étymologie différente finissent par se rejoindre en langue française et se confondre. La théorie de Saussure a été par la suite reprise par Jacobson, qui lui a donné une dimension beaucoup plus universelle, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit limitée à la langue, elle pouvait s'appliquer à tous les systèmes de signes. Jacobson, c'est un auteur très très intéressant qui a écrit qui a écrit plusieurs trucs, mais son livre princeps, c'est Essai de linguistique générale. Alors l'exemple peut-être le plus intéressant de Jacobson, c'est le système des phonèmes. Les phonèmes étant des éléments phoniques utilisés par une langue donnée, mais des éléments qui n'ont aucun sens. Le son feu, ve, ce, che, ces sons-là n'ont pas de sens. C'est des éléments de la langue, mais qui n'ont pas de sens. Ce que Jacobson a apporté, c'est sa capacité c'est un système pour découper la phrase en ses éléments minimaux. Donc, une façon de progressivement analyser les phonèmes dont ces signifiants étaient composés. Cette technique d'analyse était très simple puisque
elle consistait à mettre côte à côte deux signifiants qui ne différaient que très peu, comme par exemple pain et bain. Donc on repère tout de suite que le seul élément par lequel ces deux signifiants diffèrent, c'est le son P et B. Donc en éliminant les parties communes, on repère les signifiants qui diffèrent les uns des autres. Donc ça nous permet d'isoler. Ça me permet d'isoler le signifiant P ici et le signifiant B là. Donc en éliminant de ces deux signifiants les parties communes, on finissait par obtenir la petite différence qui faisait différer ces deux signifiants. Au-delà des signifiants, ce que Jacobson a élaboré, c'est l'idée de traits distinctifs. Par exemple, je peux repérer une opposition phonétique entre un certain nombre de sons. On a vu que entre P et B, il y a une différence. Et on remarque que, en réalité, entre T et D, on a la même différence. De la même façon que entre che et je, on a la même différence. Et entre ce et ze, comme entre fe et ve, et que et ge. Alors, toutes ces différences, même si elles sont incarnées par des lettres différentes, des phonèmes différents, toutes ces différences sont identiques. Elles représentent le trait distinctif du voisement. Bon, qu'est-ce que c'est le voisement? Ça vient du fait que, par exemple, P et B, au niveau de la bouche, se prononcent de la même façon. C'est une explosion. P, B. Alors, au niveau de la bouche, on les prononce de la même façon. C'est donc, il doit y avoir une différence qui est ailleurs. Et cette différence, c'est quoi? C'est la présence de la voix, la voix. Dans P, il n'y a pas ou peu de voix, alors que dans B, il y a beaucoup de voix. Vous voyez? De la même façon que T n'a pas beaucoup de voix et D a beaucoup de voix, bien qu'il se prononce exactement à la même place. Et vous verrez que c'est pareil pour ce, ze, fe, ve, que, ge. Donc, toutes ces lettres se prononcent à la même place, mais ont le voisement en supplément. Au-delà du système phonétique, l'idée de structure a été étendue par Jacobson à d'autres systèmes qu'on a appelés systèmes sémiotiques. Cette extension effectuée par Jacobson avait déjà été prévue par Saussure et a été textuellement inscrite dans le cours de linguistique générale, mais a été réalisée par les intellectuels de la deuxième moitié du XXe siècle, comme Barthes, Foucault, Lacan, Althusser, qui vont reprendre cette généralisation
pour l'appliquer chacun dans son domaine. Lévi-Strauss étant celui qui l'appliquera à l'anthropologie et en particulier à l'analyse des mythes. Un autre point qui est important, qui a été apporté par Jacobson, c'est celui de différencier l'axe syntagmatique de l'axe paradigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une phrase est faite avec des mots qu'on accole les uns après les autres et qui ont chacun une fonction différente dans la phrase. Donc ça s'appelle une concaténation et on appelle cet axe où on ajoute des mots pour faire des phrases, on appelle ça la dimension syntagmatique. Il se trouve cependant que chacun de ces mots peut être remplacé sans nécessairement modifier énormément le sens de la phrase par d'autres mots qui lui ressemblent au niveau du sens. Hein? Alors, ces mots qui pourraient être remplacés par lui constituent un axe qu'on appelle l'axe paradigmatique. Hein? Bon, ce que Jacobson découvre, c'est que ces deux axes-là ne sont pas une pure invention de la linguistique, mais que on découvre la pertinence de ces deux axes chez les patients aphasiques. On a découvert, par exemple, qu'il y avait deux sortes de patients aphasiques. Les patients chez lesquels c'était l'axe syntagmatique qui était perturbé, donc qui n'arrivaient pas à construire leurs phrases efficacement, et chez ceux qui avaient l'axe paradigmatique qui était perturbé, donc qui ne pouvaient pas remplacer un mot par un autre qui lui était semblable. Et ils avaient besoin de la structure de la phrase pour soutenir leur phrase. Hein? De la même façon que Jacobson a découvert que, par exemple, chez les enfants, il y avait une construction progressive des phonèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel phonème qui apparaît en premier, et les phonèmes apparaissent chez les enfants selon un ordre bien déterminé. Et chose extrêmement étonnante, chez les patients aphasiques qui ont tendance à perdre leurs phonèmes, la perte des phonèmes se fait en sens inverse de celle de l'apprentissage qu'en font les enfants. Hein? Donc il y a comme une structure, si vous voulez, phonématique. Si on perd des phonèmes, on doit les perdre selon cette structure-là. Hein? Il y a comme une... Voilà, donc pour Jacobson, l'intérêt du travail de Jacobson, c'est qu'il permet, entre autres, de résoudre la principale difficulté dans l'analyse des mythes et dans l'analyse de n'importe quel système sémiotique, qui est le découpage adéquat du mythe ou du récit dans ses parties élémentaires. C'est-à-dire, au fond, comment je vais réussir à découper mon mythe dans ses parties élémentaires. Est-ce que vraiment je vais couper au bon endroit? Lévi-Strauss a adopté très rapidement la technique qu'avait élaborée Jacobson avec la phonétique
pour parvenir à découper les mythes dans leurs éléments premiers. Il se trouve que Lévi-Strauss a rencontré Jacobson à New York un peu avant la guerre parce que la fondation Rockefeller avait offert aux intellectuels juifs la possibilité de fuir le nazisme et d'aller faire des études à New York. Et c'est de cette façon que Lévi-Strauss, qui a fui la France, a rencontré Jacobson, je ne sais plus dans quelle université. Ils ont très rapidement noué une solide amitié. Et donc, c'est de cette façon que Lévi-Strauss a adopté les théories de Jacobson pour analyser les mythes qu'il cherchait à analyser. Bon. Mais avant de passer à Freud, peut-être que je voudrais dire deux mots avant de passer à Lévi-Strauss, je voudrais dire deux mots de Freud. Lorsque Freud a écrit sa science des rêves, le découpage des rêves ne lui avait pas présenté de réelles difficultés. Le découpage d'un rêve se fait presque spontanément par le rêveur, surtout si le rêveur en question se trouve être celui qui est en même temps l'analyseur du rêve. Les éléments du rêve se dégagent quasiment tout seuls et il n'est pas vraiment nécessaire de comparer plusieurs séquences de rêve pour obtenir ce résultat. Donc avec un seul morceau de rêve, on découpe aisément. Enfin, Freud ne se soucie pas d'introduire une méthode de découpage à proprement parler. Freud ne semble pas avoir aperçu la répétition des séquences, que ce soit dans le rêve ou dans les séances d'analyse. Il a mis en valeur deux processus qui président au travail du rêve et contribuent à l'élaboration du rêve manifeste à partir des pensées latentes. Il s'agit de la condensation et du déplacement. Alors, pour ce qui est de la condensation, alors si on a un rêve A, B, C et D, la condensation, c'est quand on a un des éléments du rêve qui semble être une superposition de plusieurs éléments. Par exemple, si l'élément B semble être la superposition de B, B' et B seconde, c'est-à-dire quand un personnage, par exemple, qui est le père, se trouve en même temps un autre personnage, un professeur, ou vous savez, ça arrive comme ça dans les rêves que les personnages se superposent, hein, se condensent. Hein. Ça, c'est pour ce qui est de la condensation. Pour ce qui est du déplacement, la formule que Freud a trouvée, c'est que un des éléments du rêve qui paraît relativement bénin est en fait le représentant déplacé de tout un contexte dont il n'est qu'une très petite et modeste partie. Hein. C'est comme je ne sais pas, dans un rêve que raconte un patient, il y a un élément anodin
Et en fait, cet élément anodin nous emporte par association libre vers l'enfance du patient, par exemple. Hein? Juste à partir d'un élément, une partie infime du rêve. Ça, c'est ce que Freud a révélé dans l'idée de déplacement. Alors, bon, donc, une fois qu'on a procédé au découpage du mythe, hein, on a vu comment on procédait systématiquement au découpage du mythe, il devient dès lors plus facile de l'analyser. Lévi-Strauss décide alors de procéder de la façon suivante. Il va disposer les éléments du mythe dans un tableau avec un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes. Vous vous rappelez, j'en ai parlé au cours. Alors, chaque ligne va représenter une séquence du mythe. Il y aura donc autant de lignes qu'il y a de séquences et autant de colonnes qu'il y aura d'éléments dans la séquence la plus longue du mythe. Chaque élément issu du découpage sera ainsi disposé dans une case qui lui est propre. Hein? Alors, cette technique qui apparaît simple est en fait un peu complexe. Et ce n'est pas, à mon avis, tout à fait vrai que les choses se passent comme ça. Mais c'est ce que dit Lévi-Strauss. Mais je ne veux pas, au fond, vous introduire à l'analyse de l'analyse de Lévi-Strauss. C'est pas vraiment important. Comment je pourrais vous présenter ça? Peut-être en vous disant que jusqu'à présent, chez Propp ou chez d'autres auteurs, on réussissait à trouver la structure narrative d'un récit. Hein? Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, dans ce récit, il y a des séquences qui se répètent. Et c'est ça l'élément important, c'est de dire que dans ce récit, il y a des séquences qui se répètent. Et ces séquences qui se répètent, on va les disposer les unes sur les autres, de manière à ce que les éléments qui se ressemblent sont dans la même colonne. Alors, ainsi, dans une même colonne, il nous faudra retrouver les éléments qui jouent un rôle comparable dans les séquences successives. Il pourra arriver que dans certaines séquences, certains éléments soient manquants, tout simplement parce que l'élément équivalent dans la même colonne est absent dans cette séquence. Alors, bon, Lévi-Strauss est le premier qui dit il y a une répétition de séquences. Et c'est ça qui est important. Et grâce à la répétition de séquences, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir faire une analyse. Et c'est comme si le récit narratif linéaire avait toujours tendance à revenir en arrière. Hein? Il avait du mal à arriver à la fin. Alors il avait besoin de se répéter. Et grâce à ce besoin de répétition qui est dans le récit, on peut dire quelque chose. Alors,
Alors, je vais vous présenter l'analyse princeps là, de Lévi-Strauss sur le complexe d'Œdipe. C'est assez facile parce que tout le monde connaît le complexe d'Œdipe, donc alors Lévi-Strauss prend le complexe d'Œdipe et veut le mettre en tableau. Il obtient le tableau suivant avec 4 colonnes, avec Cadmos qui cherche Europe, sa sœur, ravie par Zeus. Okay. Donc ça c'est la première colonne. La deuxième colonne, il n'y a rien. La troisième et la quatrième non plus à ce niveau. Ensuite, on a une autre séquence où Cadmos tue... Ah non, c'est la troisième. Ici. Cadmos tue le dragon. Ensuite, on a ici les Spartoi s'exterminent mutuellement. Ensuite, ici, C'est normal, je ne reconnais pas Oedipe du tout là-dedans. c'est comme L'avant Oedipe? c'est oui, l'avant. OK. Juste en dessous des Spartoi, on a l'Abdakos. Là, l'Abdakos, c'est le grand-père d'Œdipe, qui veut dire boiteux. Ensuite, ici, Édipe tue son père. Ici, on a Laios, qui veut dire gauche. Donc l'Abdakos, c'est le grand-père, Laios, c'est le père. Et ici, Édipe immole le Sphinx. Et on a Édipe ici, qui veut dire pied enflé. Bon, je n'ai plus de place là, mais on va se concentrer désormais sur ces deux colonnes. Alors, on a Édipe qui épouse Jocaste. Ensuite, un peu plus tard, Éthéocle tue son frère Polynice.
Et enfin, Antigone enterre son frère en violant l'interdiction qui lui est faite de nous. Alors, ce qui est intéressant, ce que signale Lévi-Strauss, c'est que cette colonne, c'est, mettons, la colonne de l'amour excessif. Hein? C'est ce qu'il appelle la surestimation du lien familial. Là, en revanche, on a des séries de meurtres, on a une sous-estimation. Là, ici, on a une destruction de monstres. Et ici, de monstres en fait chtoniens. Et là, on a une difficulté à marcher droit. Ah, c'est ça qui est intéressant. On a deux colonnes qui sont nettement dans la surestimation et la sous-estimation des liens familiaux, donc amour et meurtre. Et ici, on a des monstres chtoniens, ça veut dire des monstres qui viennent de la terre, qu'il faut tuer. Et ici, on a des héros, de père en fils, qui ont un problème de déplacement, un problème de marcher, pour marcher. Donc il y a un problème dans leur rapport avec la terre, avec les monstres chtoniens, justement. Donc, ce sont tous des rois. L'Abdakos et Laios sont aussi des rois. Laios, c'est le père d'Édipe, donc c'est le roi, puisque l'Abdakos, je ne sais pas. Comme je disais l'autre jour, un roi, c'est celui qui se tient droit. Hein? Donc, il est droit se tient droit sur la terre. Ah, donc, oui. s'il y a un problème avec la terre, ben, il va se mettre à pencher, il n'arrive pas à se tenir droit. Ah ben oui. Donc voilà, effectivement. Je me tiens ça. Tu as des ambitions politiques. Non, pas du tout. Donc, ces oppositions de signifiants, une colonne représentant un signifiant particulier, sous-estimation, surestimation, sont le résultat de l'analyse élaborée par Lévi-Strauss pour les mythes. Ces oppositions pourraient avoir à être interprétées, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir trouver la subjectivité qui a présidé à la mise en valeur de cette opposition de signifiants. C'est un peu comme si le récit qui à l'origine était un récit linéaire nous réserve tout à coup une surprise inattendue, qui est que d'abord il s'enroule sur lui-même, et qu'il s'enroule sur lui-même d'une façon un peu régulière. Hein? Est-ce qu'il y a une intention quelconque derrière cet enroulement régulier, au fond, hein, qu'on pourrait appeler la subjectivité? Mais pourquoi faut-il associer une subjectivité à une opposition de signifiants? On se rappelle de Lacan, la formule célèbre « un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant ». Hein? Donc, on a deux signifiants et un sujet représente
Non. Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Donc, le sujet se trouve précisément entre les deux signifiants. Hein? Il se retrouve entre ces deux signifiants qui se renvoient sans cesse la balle. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Pourquoi c'est dans cette fissure entre deux signifiants que doit se situer le sujet? C'est très difficile de savoir, de comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites. Attribuer une subjectivité particulière à cette opposition de signifiants en faisant une interprétation peut quelquefois paraître audacieux. Mais bon, je vais laisser cette question au soin d'une réflexion ultérieure. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous disposons d'une méthode qui permet de dégager les signifiants d'une façon systématique. Je n'ai jamais rencontré de texte qui préconisait d'appliquer cette technique aux séances de psychanalyse et de psychothérapie. Je n'ai même pas rencontré de texte qui suggère que dans une séance, il puisse y avoir des séquences répétitives comme dans les mythes. Mais il y a sûrement quelqu'un qui l'a dit avant moi. C'est une idée qui m'est venue dans les années 80, il y a une trentaine d'années. Je n'en ai fait part à personne, pensant qu'elle était banale et que tout le monde l'avait déjà eue, tellement elle me paraissait évidente. Pourtant, je commence à avoir des doutes. Peut-être bien que cette technique d'analyse que j'ai transférée de l'anthropologie à la clinique est encore ignorée. J'avais été à cette époque, donc dans les années 80, jusqu'à imaginer, à partir de cette idée, une machine qui permettrait de dégager de façon automatique les signifiants de n'importe quelle séance d'analyse. C'était la période où les ordinateurs personnels commençaient à se répandre. On imaginait alors toutes sortes d'usages plus audacieux les uns que les autres de l'ordinateur. J'ai écrit un texte à l'époque où je décrivais minutieusement le fonctionnement de la machine. Le texte existe encore, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. La machine n'a jamais vu le jour. À l'époque, les travaux de linguistique et d'intelligence artificielle étaient encore primitifs. Peut-être qu'aujourd'hui, cette machine pourrait voir le jour plus aisément. Ce serait formidable qu'on puisse mettre son psychanalyste dans une bouteille pour l'amener avec soi en vacances. Il pourrait même y avoir un analyste sur Google qui serait accessible à tout le monde. Une application pour le téléphone intelligent. C'est ça. En attendant ce jour, on va continuer à travailler à la mitaine. Je vais vous donner à présent un exemple d'application de cette technique d'analyse à une séance clinique. C'est une séance qui date de la semaine passée. Il s'agit d'un analysant homosexuel dont le copain, avec qui il s'entend très bien du reste, lui a offert pour son anniversaire un saut en parachute. Ce cadeau l'a sidéré, il lui a paru tellement incongru qu'il en a été presque scandalisé. Il ne parvenait cependant pas à mettre des mots sur les raisons pour lesquelles il était si ébranlé. Il questionnait ses amis en leur demandant si, à sa place, ils auraient eux aussi été choqués, sans toutefois voir plus clair. Cette idée avait émaillé plusieurs séances lorsqu'un jour, il m'est venu avec un rêve. Il se voyait regardant
une des pièces de son appartement depuis une fenêtre et voyait dans cette pièce une fissure dans le sol avec des souris qui sortaient et rentraient dans la fissure. Quelquefois, ces souris laissaient des traces d'urine grâce auxquelles on pouvait les suivre à la trace. Il ajoute qu'il a une sainte horreur des souris. Il raconte enfin, durant cette même séance, qu'une de ses collègues, dont il sait qu'elle va être prochainement congédiée sans qu'elle le sache elle-même, s'est montrée particulièrement insatiable psychologiquement lors d'une rencontre qu'il avait eue avec elle, dans la même journée. Alors, avec ces éléments, ma machine commence à rouler. Dans un premier temps, je fais le lien entre la fissure du rêve, le sexe féminin et le caractère insatiable de sa collègue. Hein? Bon, le lien entre la fissure et le sexe féminin est quand même assez facile à cause de l'urine, à cause de la fissure, donc, et à cause de l'horreur que ça lui inspire, puisque c'est un homosexuel. Et ça nous donne une information supplémentaire qui est de dire que si le sexe féminin lui fait peur, c'est peut-être à cause de son caractère insatiable. Hein? Peut-être qu'il a peur du sexe féminin parce qu'il pourrait être insatiable. Alors, bon, dans ma tête, si vous voulez, j'ai comme un tableau spontané, si vous voulez, que je... C'est devenu comme une habitude dans ma tête là, de faire cette analyse-là. Alors, on a ici fissure, urine et horreur. On a femme insatiable. Horreur. On pourrait dire pouvoir. Souvent, l'urine est associée au pouvoir. Alors moi, j'interprète et je dis il s'agit de sexe féminin. Parce que dans le sexe féminin, il y a forcément l'urine et l'horreur. Alors, je lui parle de ce lien, hein, ça c'est moi qui l'apporte, comme une interprétation de ces deux éléments. Combien de temps il est avec vous, le patient? 5 ans. Je lui en parle et il a accepté l'idée avec le bémol que les souris ne sont pas prises en compte. Effectivement, il a raison dans mon interprétation. Puis, dans l'intervalle entre deux séances, il me vient que le saut en parachute pourrait fort bien s'inscrire comme quatrième élément dans le tableau. Hein? Saut en parachute. Puisqu'il peut aisément s'associer à la fissure
du sexe féminin, aussi bien qu'au caractère insatiable de sa collègue par l'attraction très insistante de la pesanteur. J'ai formulé durant la séance suivante l'interprétation en disant que ça pouvait en effet lui paraître étrange que son ami homosexuel comme lui offre ce qui équivaudrait pour eux à un sexe féminin. C'était tout à fait paradoxal, en effet. L'interprétation lui a paru tout à fait acceptable et il a enclenché sur son sentiment de confort concernant l'eau et la plongée sous-marine, qui, au contraire, l'attirait énormément sans l'inquiéter. Je peux me permettre un... Oui, oui. Mais en même temps, l'eau, je ne pourrais pas dire que l'eau, finalement, la mer, la plongée sous-marine, ça pourrait être encore une image très féminine, utérine, etc. C'est même plus que le son en parachute, en tout cas, visuellement, non. Mais tout à fait, tout à fait. C'est très approprié comme remarque. Et ça va être une de nos tâches dans l'avenir de réussir à comprendre pourquoi à l'extérieur du sexe féminin il se sent en danger. Ah oui, alors qu'à l'intérieur, il se sent bien. C'est ça, alors qu'à l'intérieur il se sent très bien, même si en fait il y a quelques mois il m'avait fait un rêve utérin où il était agressé, où il était dans une enveloppe fermée et où il était particulièrement agressé. Mais bon, il y avait eu interprétation, etc. Alors peut-être que le confort qu'il éprouve dans le milieu utérin est le résultat de l'interprétation qu'on avait faite il y a quelques mois. C'est possible, mais bon, on ne sait pas. Vous remarquerez que dans le cours des opérations d'analyse, j'ai été confronté à la situation suivante. J'ai deux éléments, A qui est la fissure et B qui sont l'horreur et l'urine. J'ai un troisième élément qui est B', qui est l'horreur de la chute. Alors on dira que ça c'est B'. On a A, B, B'. Et alors je dois me poser la question de savoir quel est le A' qui est comparable à A, qui peut provoquer le B'. Vous voyez, c'est le type de raisonnement. Dans mon tableau, j'ai A, j'ai B. J'ai un B' qui ressemble au B, qui apparaît. Et une réflexion que j'ai fréquemment quand je suis assis sur mon fauteuil, c'est de me dire, ce B', il doit y avoir un A' qui lui correspond. Mais c'est quoi ce A' là? Vous voyez? Donc, j'essaye de trouver l'élément qui peut combler la case ou remplir la case. Voilà. Si vous voulez, c'est le type de raisonnement que je fais fréquemment. C'est ce modèle de raisonnement qui m'a continuellement guidé. Nous aurons l'occasion d'explorer tous les types de raisonnement clinique
que nous faisons spontanément, de façon implicite, dans la partie clinique de ce cours. Je voudrais pour aujourd'hui aborder également la question de la littérature et du cinéma que nous avons associé à ce cours en même temps que la clinique. Hein? Petite question, juste avant que vous alliez plus loin, est-ce que vous avez un exemple, une hypothèse de A' dans ce cas-ci? Ça serait comme... Ben, le sexe féminin, hein? C'était mon premier A'. Hein? Ok. J'ai eu un deuxième A' qui a été le saut en parachute. Hein? Ou bien, on peut dire que le saut en parachute était un A' qui était intriguant. Il fallait trouver qu'est-ce qu'il cachait, au fond. Alors, le saut en parachute cachait le sexe féminin. Hein? C'est une belle phrase. C'est vrai. Un cadavre exclu. Oui, c'est ça. Le saut en parachute cachait le sexe féminin. On va la retenir comme une phrase historique. C'est le début du roman. C'est pas encore ce qui cache le sexe masculin, mais... Oui, peut-être pas un parachute, mais un peu qui sait. Hein. Donc, concernant la littérature, je voudrais vous parler d'un travail de Vladimir Prop, qui est un Russe, lui aussi. Donc, en fait, c'est incroyable le nombre de Russes qu'il y a dans cette affaire. Jacobson, lui aussi, était un Russe, puis en réalité, c'est vraiment l'école russe qui a été très déterminante dans tout ce processus. Alors, son livre s'intitule « Morphologie du conte ». Hein? Vladimir Prop est né en 1895. Il a longuement enseigné l'ethnologie à l'université de Leningrad. C'est en 1928 qu'il a publié la morphologie du conte. Son travail porte sur une centaine de contes fantastiques. Il procède à leur analyse et cette analyse aura une grande influence sur Jacobson et Lévi-Strauss. En comparant donc cette centaine de contes entre eux, il procède à un découpage de ces contes en leurs éléments premiers. Il dégage ainsi une structure descriptive qui mène du début à la fin du conte. Cette structure est faite de cases vides qui se succèdent, chacune ayant une fonction particulière dans le récit. Chacune de ces cases pouvant être complétée par le personnage ou le fait idoine. On pourrait éventuellement appeler ces structures un canevas sur lequel on pourrait broder à sa guise et inventer une infinité de contes possibles. Pour Prop, la répétition des séquences existe peut-être, mais elle lui importe peu. Et en tout cas, elle n'a pas de sens. Elle n'est pas pertinente au niveau d'une signification profonde qu'elle pourrait véhiculer. Hein? Donc, il y a des répétitions qui n'ont pour seule vertu que d'allonger le conte. Hein? Alors que Lévi-Strauss dit qu'un mythe, c'est comme une partition musicale qui serait linéaire, mais vous savez, il y a des... Je ne sais pas comment décrire ça. Dans une partition musicale, quand il y a plusieurs instruments qui jouent simultanément, on met les lignes pour chaque instrument les unes sur les autres. Hein? Ça s'appelle des portées, je crois.
Alors, un mythe, c'est une partition musicale, mais dont on a oublié de mettre les séquences les unes sur les autres. Alors, l'analyseur du mythe, il reconstitue, si vous voulez, la partition musicale en superposant les séquences qui méritent d'être superposées. Voilà donc l'idée de Lévi-Strauss. Pour ce qui est du cinéma, c'est un peu la même chose qui s'est passée, mais beaucoup plus récemment. Blake Snyder a écrit un ouvrage intitulé « Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario », aux éditions Dixit. Ce livre procède de la même façon que le livre de Propp, mais pour le cinéma. Il a travaillé sur les films hollywoodiens et, après avoir analysé un certain nombre de films, il a dégagé une structure narrative sensiblement identique d'un film à l'autre. Depuis la publication de son livre, qui a eu un très grand succès parmi les écrivains de scénarios, tout le monde s'est empressé de se conformer aux règles élémentaires qu'il avait dégagées. C'est terrifiant, ça. Quelle responsabilité! Et depuis lors, les films hollywoodiens se ressemblent à la minute près. Un curieux exemple où une théorie qui décrit une réalité finit par forcer la réalité à se conformer à la théorie qui la décrit. Donc il y a un effet de feedback, mettons, de la théorie sur la réalité. Ce que nous avons vu plus haut concernant la théorie des ensembles se répète pour la théorie du cinéma. Donc la théorie des ensembles a produit tout un système de pensée sur la ressemblance et la différence qui a envahi le champ politique. Et là, nous avons une théorie du scénario qui envahit les écrivains de scénario. La théorie des ensembles avait décrit les formes que pouvaient prendre les ensembles dans la réalité, mais elle a fini par devenir le modèle auquel devaient se conformer les ensembles de la réalité. De la même façon, la théorie descriptive du cinéma hollywoodien devient le modèle à suivre pour le cinéma hollywoodien. Écoutez, c'est quelque chose d'important, cette affaire-là, parce que ça nous permet vraiment de distinguer ce qu'est le réel. Le réel étant cette chose inaccessible avec des concepts abstraits. Pour y avoir accès, il faut vraiment faire un certain travail. Pardon? Vous voulez dire en tout temps, vous parlez du réel pour n'importe qui finalement. Oui, c'est ça. Donc quand on a une théorie sur la réalité, en fait, on perd un certain accès à cette réalité. Et il faut comme retrouver l'accès de cette réalité au-delà de la théorie qu'on s'en est faite. C'est un peu notre tâche dans tous les domaines. On retrouve ça vraiment partout. Mais est-ce que toute forme de langage n'implique pas Oui, une forme de théorie? tout à fait, tout à Étant fait. donné que notre rapport est toujours médiatisé par le langage. Absolument. Voilà. Donc, il y a toujours un travail de retrouvailles avec le réel qui est sans cesse perdu, mais qu'il faut retrouver.
Donc on n'a pas besoin de faire le deuil du réel. Il est toujours sans cesse accessible à nouveau à condition qu'on fasse le nécessaire pour y avoir accès. Ou changer de théorie, finalement. Oui, mais déjà avoir une théorie est problématique. Hein, et donc, essayer de se défaire comme ça de toute théorie, est-ce possible, en tout cas, ou avoir une théorie la plus minimale qui soit. Hein. C'est un peu dans cette orientation que je me suis orienté. Un fait très important à noter, c'est que tant la théorie de Propp que la théorie de Blake-Snyder décrivent des récits linéaires qui ont un début et une fin. Aussi fantastiques que puissent être ces films ou ces contes, ils se situent forcément dans une temporalité quotidienne et ordinaire, une temporalité linéaire. C'est probablement là que ces théories sont défaillantes, ou plutôt incomplètes. Un auteur qui est aussi russe, qui s'appelle Mikhail Bakhtin, a démontré que dans un récit, il pouvait y avoir dans un roman, hein, lui sa spécialité c'est la théorie du roman, dans un récit il pouvait y avoir plusieurs sortes de temporalité qu'il a appelées des chronotopes. Il y a bien sûr la temporalité historique linéaire que nous connaissons bien parce qu'elle nous est familière. Elle est orientée du passé vers l'avenir et fonctionne dans la perspective d'une réalisation future. Mais il y a également une temporalité que Bakhtin a appelée temporalité mythique. Il la qualifie dans les termes suivants. La pensée mythologique et littéraire localise dans le passé des catégories telles que le but, l'idéal, l'équité, la perfection, l'état harmonieux de l'homme et de la société. Les mythes du paradis de l'âge d'or, de l'époque héroïque, de l'antique vérité, les notions plus tardives sur l'état de nature, sur les droits naturels et autres, sont des expressions de cette inversion historique. En simplifiant quelque peu, il est possible de dire que l'on représente comme ayant déjà été dans le passé ce qui, en réalité, peut ou doit se réaliser seulement dans le futur. Ce qui, en substance, se présente comme un but, comme un impératif, et aucunement comme une réalité du passé. Donc, la structure de la pensée mythique, si vous voulez, est de présenter le passé comme étant une référence constante à laquelle il faut sans cesse revenir. Alors, Bakhtin définit une temporalité mythique qui revient sans cesse vers le passé, comme pour se mesurer à lui, sans jamais que ce retour ne se révèle satisfaisant. L'œuvre de Lévi-Strauss, dont nous avons parlé précédemment concernant l'analyse des mythes, réussit à inscrire cette double temporalité dans la structure même du récit. Hein? Alors que Bakhtin décrit des chronotopes, c'est-à-dire il décrit c'est comme des passages du récit où la temporalité est telle. Lévi-Strauss, au fond, est intéressant parce que
il fait revenir la temporalité en boucle, si vous voulez. Il décrit la temporalité comme un fil linéaire qui revient sur lui-même. Bon, c'est un peu différent comme description. Lévi-Strauss, en postulant la répétition des séquences dans un même mythe, inscrit dans la structure de ce mythe la répétition d'une temporalité qui ne parvient pas à se soustraire à l'attraction du passé, qui n'arrive pas à s'élancer vers l'avenir, vers la fin du récit. J'ai postulé très tôt, à la suite de Lévi-Strauss, qu'on pouvait également trouver cette double temporalité dans les séances thérapeutiques. Depuis un certain nombre d'années, notamment depuis le début du séminaire sur psychanalyse et cinéma, j'ai également postulé qu'on pouvait retrouver cette double temporalité aussi bien dans le roman que dans le récit cinématographique. Voilà, donc je suis arrivé au terme là de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et donc, dans la suite, si vous voulez, on va essayer d'appliquer cette méthode, l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique avec la répétition des séquences. Non, c'est une technique qui m'a beaucoup séduit dès l'origine parce qu'elle était presque mécanique. Il n'y avait pas de... les paris qu'on pouvait faire là sur l'interprétation à donner étaient vraiment réduits à leur plus simple expression. Il n'y avait pas de... La partie interprétative est vraiment très très limitée dans cette technique d'analyse. C'est ça son avantage. C'est ça qui fait que dans le rapport au patient, les choses se passent avec beaucoup plus de simplicité, mettons. Il y a une explication qui est donnée à chaque interprétation. Voilà. Je vous laisse avec ça, puis si vous avez envie de faire une petite discussion, poser des questions, on peut consacrer un petit peu de temps à ça, oui, on a le temps. Ça fait partie de l'enregistrement. Oui, c'est ça que je me dis. Oui, on peut arrêter. Non, non.